Bienvenue à l'Espace Cuisine pour la sécurité alimentaire. Je m'appelle Erika Salem, je suis agente de programme pour le Conseil du système alimentaire montréalais et chargée de projet de l'Espace Cuisine. Puis aujourd'hui, on parle du portrait du financement en soutien à la sécurité alimentaire 2023-2024 qui a été réalisé en collaboration avec Centraide du Grand Montréal. L'Espace Cuisine, c'est un projet qui vise à rassembler les personnes qui travaillent pour la sécurité alimentaire des Montréalaises et des Montréalais pour qu'on se partage nos outils, nos bonnes pratiques, les leçons apprises qui sont issues des projets qui visent à répondre aux besoins alimentaires des Montréalaises et des Montréalais, particulièrement les personnes en situation de précarité économique. Là, il y a plein de gens dans la salle qui ne sont pas de Montréal et vous êtes les bienvenus, je vous le dis d'emblée. Votre expérience est très similaire à la nôtre et en fait très complémentaire. Puis vos questions, vos inputs peuvent être tout autant intéressants. Puis je pense que ça reste pertinent aujourd'hui, surtout avec le sujet. Vous êtes tout à fait, sentez-vous bien à l'aise. Donc l'espace cuisine n'est pas juste une initiative montréalo-centriste. On vous aime aussi. Donc, l'espace cuisine permet de mobiliser plus de 850 personnes qui sont inscrites à notre liste d'envoi. On a réalisé 40 webinaires depuis 2020 au moins. Puis c'est toujours co-construit avec des organisations partenaires, que ce soit des organisations communautaires, des tables de quartier, des administrations publiques, la direction de la santé publique, puis là aujourd'hui c'est Centraide. Donc c'est toujours co-construit. Donc le but du projet, c'est vraiment s'assurer que tout le monde de plus en plus, on partage, on a une compréhension commune des enjeux en sécurité alimentaire. S'assurer des fois, il y a des approches porteuses. On parle de plus en plus de tarification sociale, d'épicerie solidaire. Donc, on parle de projets qui semblent porteurs pour répondre aux besoins en sécurité alimentaire. Puis, on partage les leçons apprises. On veut que les gens coopèrent de plus en plus. On est un espace où est-ce qu'il y a beaucoup de maillage qui se fait, où est-ce que les gens apprennent à se connaître, puis on veut harmoniser le travail sur le terrain, donc s'assurer qu'il n'y ait pas de dédoublement puis qu'on avance tout le monde ensemble de façon plus harmonieuse. Aujourd'hui, je vais parler beaucoup. Je vous présente le portrait des financements sur la sécurité alimentaire. Donc, pour la sécurité alimentaire, le portrait porte sur les années 2023-2024. C'est des financements qui ont porté sur Laval, Montréal et Montérégie. Mais aujourd'hui, attention, je ne vais que parler des résultats qui sont liés au territoire montréalais pour plein de bonnes raisons que je vous expliquerai. Mais le portrait est disponible, est en ligne. Puis s'il y a des personnes qui voudraient rentrer plus dans les détails des autres, des données des autres territoires, ça va être 100% possible de le faire en explorant les données du portrait que je vous partage d'emblée. Est-ce que je suis capable de faire ça en même temps? Voilà. Donc, il y a deux objectifs aujourd'hui. Exposer des éléments de résultats. Vous allez voir, ce portrait-là est extrêmement riche. Je pourrais pas passer au travers de tous les détails de toutes ces données qu'on a pu répertorier, mais je vais vous exposer certains éléments. Donc, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. C'est un des objectifs de ce webinaire, de cette activité. Puis, on veut explorer avec vous la pertinence perçu de ces données-là? À quoi ça peut servir des organismes? Est-ce qu'il y a des éléments plus pertinents qui devraient être continués à analyser? Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qu'on va vous présenter qui vous apparaissent prioritaires? Y a-t-il d'autres pistes d'action qu'on devrait penser ou des éléments qu'on devrait analyser? Ce portrait-là, je l'ai déjà présenté à la à la coalition des tables de quartier de Montréal. Je l'ai présenté à la table sur la faim, puis là, je le présente aujourd'hui. Puis je suis en train de colliger des commentaires de toutes ces belles personnes. Puis c'est super intéressant d'avoir votre feedback. D'ailleurs, aujourd'hui, pour ce faire, on va y aller par bloc, là. On va vous présenter la démarche. On va y aller avec les données quantitatives, les données qualitatives, puis les pistes d'action, puis ensuite les suites à venir. Puis après chaque bloc, je vais ouvrir la parole là, pour tout le monde, puis on va pouvoir échanger, poser vos questions, puis approfondir un peu certains points qui vous semblent plus intéressants et pertinents. Puis aujourd'hui, ben, ce webinaire, mais aussi ce portrait a été réalisé en collaboration avec Centraide du Grand Montréal. Puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir Anne Lapierre, qui est conseillère en planification et développement en développement social. Je tiens à mentionner que c'est pas Anne qui a collaboré directement avec moi pour la réalisation de ce portrait. Donc, je suis très heureuse d'avoir avec nous aujourd'hui, mais ce ne sera pas nécessairement la personne ressource qui va répondre aux questions, étant
donné que ce n'était pas elle qui était en charge de ce dossier-là, mais c'est quand même important pour nous d'avoir Anne. Puis Anne, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Erika. Donc, je te laisse prendre le relais là, pour faire entrer les personnes. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis bien contente d'être avec vous ce matin puis d'entendre vos commentaires par rapport au portrait. Pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui nous connaissent peu, je pourrais commencer avec quelques mots sur Centraide. Centraide du Grand Montréal, c'est un organisme philanthropique qui est né de la volonté de la communauté du Grand Montréal de se doter d'un outil collectif de collecte de fonds pour soutenir les organismes communautaires. Puis sa mission est de rassembler et agir pour un Grand Montréal inclusif et sans pauvreté. Soutenir la sécurité alimentaire, c'est une priorité pour Centraide. Centraide a toujours tenu à jouer un rôle de partenaire des organismes qui œuvrent dans le secteur de la sécurité alimentaire. Puis concrètement, ça se traduit par trois axes. Soutenir durablement les organismes dont la mission est ancrée dans la transformation sociale, donc en lien direct avec les principes de l'action communautaire autonome. Contribuer au renforcement des systèmes alimentaires locaux, puis particulièrement pour les personnes qui sont le plus à risque de vivre de l'insécurité alimentaire. Puis troisièmement, vraiment encourager la collaboration entre les acteurs de l'écosystème. En 2019, suite à la planification stratégique du Conseil SAM, Centraide a soutenu la réalisation d'un premier portrait du financement en sécurité alimentaire sur l'île de Montréal, plus spécifiquement. Donc, Erika montre un peu quelques résultats. Là, elle va vous en parler en début de présentation. Cette initiative-là réunissait 9 bailleurs de fonds. Puis les objectifs de ce portrait étaient, entre autres, d'offrir aux partenaires financiers une meilleure compréhension, donc une vue globale des différents programmes de soutien qui existaient, puis une lecture plus fine de ces programmes à l'échelle des quartiers montréalais. On sait que malgré la diversité des sources de financement, on est conscient que les organismes en sécurité alimentaire font face à des défis croissants sur le terrain. Hein, vous le savez tous, augmentation du prix des aliments, hausse du coût du logement, plusieurs enjeux, par exemple des enjeux liés à la main-d'œuvre. Ce sont tous des éléments qui exercent une pression importante à la fois sur la population, mais aussi sur les organismes qui les soutiennent. Donc, dans ce contexte-là, post-COVID, on voit les besoins qui continuent d'augmenter. C'est dans ce contexte-là que Centraide a décidé de s'associer cette fois-ci au Conseil SAM pour mettre à jour le portrait des financements en sécurité alimentaire. Donc, on a élargi le territoire couvert, donc avec l'île de Montréal, mais aussi Laval et la Montérégie, là, comme l'a annoncé Erika. On a essayé d'élargir aussi les angles d'analyse, puis aussi le nombre de partenaires financiers. Donc, les travaux ont débuté à l'hiver 2024, puis ont permis de rassembler cette fois-ci le 18 partenaires financiers du Grand Montréal, donc 2 fois plus de partenaires. Pour Centraide, ces portraits-là ont mis en lumière certains éléments. Alors, on figure parmi les bailleurs de fonds les plus significatifs en sécurité alimentaire dans le Grand Montréal, puis on se distingue par un financement au fonctionnement qui s'inscrit dans la durée, avec un ancrage puis un impact local. Ces portraits constituent maintenant pour nous un outil essentiel pour alimenter notre réflexion stratégique, mieux comprendre notre impact, se donner une vue d'ensemble, mieux orienter notre action aussi dans l'écosystème. Mais on pense que plus globalement, ce deuxième portrait des financements, il nous offre à tous, dans le fond, un regard plus complet, plus représentatif, vraiment essentiel pour mieux comprendre comment nous investissons collectivement dans la sécurité alimentaire, puis comment on peut améliorer nos stratégies pour répondre aux besoins grandissants de la population. Donc, on est bien content d'être là aujourd'hui, puis je te repasse la parole, Erika, parce qu'il y a beaucoup de choses à présenter, donc on va y aller rapidement là, sur les données du portrait. Merci Anne. Ben oui, mais ça me fait vraiment plaisir de prendre un break de parole parce que je vais parler beaucoup. Mais merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Puis merci pour cette belle collaboration qu'on a eue je remercie Centraide dans son ensemble. Fait que là, je vous montre depuis tout à l'heure, on voit le premier portrait qui a été fait sur les données 2017-2018. Par exemple, ici, on voit la proportion des financements qui ont été pour des projets à portée locale, qui étaient à 74%, puis les projets qui étaient à portée régionale. Donc, on voyait déjà dans ce premier portrait-là qu'il y avait plus de projets qui étaient financés au niveau qui avait une portée locale plutôt que régionale. Puis on voyait que la ville de Montréal était quand même très engagée pour le financement des actions qui sont à l'échelle régionale.
Je pense que c'est quelque chose qui a continué à perdurer dans le temps. Dans ce portrait-là aussi, 2017-2018, on avait fait une analyse par rapport à la mesure de faible revenu dans chacun des quartiers. Euh, des financements locaux par rapport à cette mesure de faible revenu. C'est intéressant de voir, par exemple, à Parc Expansion, il y avait quand même peu de financement, mais qui était envoyé à l'alimentation, qui était pour l'alimentation dans le quartier. Pourtant, les besoins de la population étaient très grands. Donc, c'est des données comme ça qu'on a faites en 2017-2018 qu'on va pouvoir réexplorer pour le portrait 2023-2024. Comme Anne l'a mentionné, on a maintenant rentré les territoires de Laval et de la Montérégie. Donc, beaucoup plus de partenaires financiers qui ont participé à cette recherche-là. Cette démarche-là, elle s'inscrit, comme Anne l'a mentionné, dans une situation où est-ce que l'insécurité alimentaire augmente, qu'il y a de l'inflation, le coût des aliments augmente, le coût, tous les coûts explosent, les besoins explosent, puis les partenaires financiers se sont mobilisés. Ben, en fait, Centraide se demandait comment on fait pour mieux répondre à cette demande-là, puis travailler mieux ensemble avec l'ensemble des bailleurs de fonds. Donc, comment renforcer notre complémentarité, la cohérence puis l'arrimage dans le soutien des financements. Donc, ce portrait-là s'est fait en deux temps. Dans un premier temps, il y a eu une analyse des financements alloués en 2023-2024, puis là, on a analysé selon le territoire, selon même les fonctions du système alimentaire ou les déterminants sociaux de la santé, vous allez voir dans quelques instants. Puis la deuxième portion qui était plus au niveau d'entrevues qui ont été faites auprès des bailleurs de fonds, donc des entrevues qui ont porté sur les collaborations existantes, les bonnes pratiques, les défis rencontrés, les besoins et souhaits pour l'avenir, puis les compréhensions communes de c'est quoi la sécurité alimentaire. Vous allez voir que c'est pas tout le monde qui entend de la même façon ce concept-là. Donc, on l'a mentionné, maintenant, cette recherche-là a porté sur ces 18 partenaires sur 3 territoires qui se sont rassemblés, comparativement à 9 pour le portrait 2017-2018. Donc, c'était un travail très ambitieux quand même en termes de rassemblement de données. On a des ministères, des instances municipales, des fondations, les directions de santé publique, des ententes sectorielles, régionales, puis des tirs notamment qui ont participé à cet exercice. Cette fois-ci, les données du PSOC n'ont pas été intégrées. C'était une critique qui avait été énoncée là auparavant que ben le financement du PSOC, si on le prend, si on l'intègre, ben c'est du financement à la mission. Donc, est-ce vraiment du financement pour la sécurité alimentaire? Ça a été, on a laissé tomber cette fois-ci, mais qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas, il y a des critiques qu'on peut faire, on s'en sort jamais. Vous allez voir que ce portrait-là, dans le fond, ce qui est intéressant, il y a beaucoup de limites, là, puis j'en nomme quelques-unes. Premièrement, le choix de l'année, 2023-2024, ben c'est une année qui est de prolongation de financement. On était dans une mise à jour du plan de lutte à la pauvreté, donc il n'y a pas d'année parfaite à analyser qui permet d'avoir une idée claire de qu'en est-il des financements finalement. Euh, Ça, c'est important à retenir. Puis aussi, au niveau des données, ben, c'est les données qui ont été rendues disponibles. On peut pas, il y a une marge d'erreur, là, potentielle très importante quand même au niveau de la classification des données. Donc, surtout quand on parle de la sécurité alimentaire, qu'est-ce que ça implique, la sécurité alimentaire, de quoi on parle? Certains bailleurs de fonds peuvent avoir mis des données que d'autres n'ont pas mis. On avait une limite de notre contrôle sur ça. Puis, c'est donc vous allez voir au niveau quantitatif, c'est à prendre avec des pincettes. C'est plus en termes d'échelle. C'est des tendances. Ce qui est important à retenir, c'est comme de façon grossière les tendances qui en ressortent plutôt que les chiffres exacts. Si on essaie d'analyser les chiffres exacts, on risque de tomber dans l'erreur assez rapidement parce que c'est trop limité là, comme analyse au niveau quantitatif. Donc, mais les tendances restent super intéressantes, puis je vous en parle d'emblée. Je voulais juste savoir au niveau de la démarche, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions jusqu'à maintenant, puis est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être éclairées?
Puis si ça vient, comme j'ai dit plus tôt, n'hésitez pas à écrire dans le chat. J'ai un œil qui vise partout en même temps. Donc, au niveau quantitatif, là, rien de surprenant sous le soleil. Les financements par projet prédominent. L'échelle locale est la plus soutenue. Donc, on a les mêmes résultats qu'en 2017-2018 à ce niveau-là. C'est toujours l'échelle locale plutôt que régionale qui est financée. Les financements octroyés pour un an ou moins sont les plus représentés parmi ceux répertoriés. Mais attention, là, à ce niveau-là, plusieurs bailleurs nous disaient, ben nous, on finance sur un an, mais c'est un engagement qu'on sait qu'on va être sur 5 ans en train d'appuyer cette initiative-là. Donc, parfois, c'est des financements qui sont renouvelés sur un an. Donc, on voulait quand même mettre une précision par rapport à ce volet-là, mais ça reste quand même la période de financement la plus importante, puis c'est significatif pour notre compréhension de comment on finance la sécurité alimentaire. Les deux fonctions les plus couvertes du système alimentaire sont la distribution aux individus puis l'éducation et la sensibilisation. Des fois, on dit, hey, en fait, l'aide alimentaire n'est pas financée de moins en moins. Ben, c'est pas le cas. Selon l'analyse qu'on a, c'est une tendance assez forte qu'on continue à financer l'aide alimentaire de façon assez importante. Puis, ben, ça correspond aussi quand on fait une analyse au niveau des déterminants individuels de la sécurité alimentaire. Ben, les déterminants sociaux de la santé, ce sont les déterminants individuels qui sont les plus représentés. Je vous reviens là-dessus avec plus de détails dans quelques slides. Fait qu'on rentre dans le quantitatif. Euh, les sommes allouées, ici, on voit les sommes allouées par partenaire financier. La Ville de Montréal reste l'acteur qui est le plus important. Quand on parle de la Ville de Montréal, c'est tant la ville-centre que les arrondissements. Donc, au total, ça devient quand même assez imposant comme montant. Mais c'est la Ville de Montréal, Centraide et la Direction de la santé publique qui restent les acteurs les plus importants pour le financement en sécurité alimentaire. Puis là, je rappelle qu'ici, on est vraiment dans les données de Montréal. Puis si vous allez dans le portrait, vous allez trouver les mêmes, l'équivalent, mais qui a été analysé pour Laval et la Montérégie. Les échelles d'intervention, on voit que c'est à 60% le nombre de financements repérés qui sont au niveau local. Donc, ça reste très important le financement local. Puis le financement régional un peu de façon moindre. C'était aussi le cas en 2017-2018. Je sais que je vais passer vite, mais c'est parce que vous allez voir, j'ai plein de choses à vous dire. Fait que malheureusement, il faut passer vite. Ici, on a l'analyse de la répartition des sommes allouées par arrondissement. Puis encore une fois, attention de ne pas essayer de jouer avec comme c'est quoi le montant exact parce que ça serait une erreur, mais on a une tendance quand même qui est assez fiable puisqu'on voit Côte-des-Neiges, NDG, Villeray, Saint-Michel, Parkex, puis le Sud-Ouest sont les trois arrondissements, mettons, suivis de près par l'Atlantique, qui ont reçu le plus de financement. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que c'est un peu normal aussi. Tu sais, mettons que je regarde Anjou. Anjou a très peu de financement, mais ça devient intéressant de voir, ben, ici, il y a juste deux ressources à Anjou. Peut-être que c'est normal qu'Anjou reçoive moins de financement que dans Villeray, Saint-Michel, Parkex, ou est-ce qu'il y en a peut-être 60 ressources? On sait que je dis un chiffre n'importe quoi, là, ici, mais il y a certains territoires qui ont beaucoup plus de ressources, donc c'est un peu normal qu'il y ait plus de sommes. On a fait une analyse, que j'apprécie beaucoup cette analyse parce qu'elle est fondée sur un document que je traîne toujours à côté de moi, qui est Fin Zéro à Montréal, qui a été fait en 2018-2019 à peu près par la Fondation du Grand Montréal en collaboration avec Récolte. Puis c'était une analyse qui était fondée sur les fonctions du système alimentaire. Puis le portrait 2017-2018 avait repris ces fonctions-là, puis avait fait une première analyse. Puis là, cette fois-ci, on fait encore cette analyse par des financements par fonction. Puis c'est ce que j'avais mentionné, la distribution aux individus reste la fonction la plus représentée. Puis là, quand on voit une étoile, c'est la fonction la plus représentée pour chaque acteur. Puis donc, ça devient intéressant de voir, bon, mais qui finance la recherche et le transfert de connaissances, qui finance plus la production. Donc, ça donne des idées clés. Puis aussi, quels sont les éléments qui sont les moins financés? Euh,
On voit que la récupération et la gestion des matières résiduelles, c'est peut-être un peu moins, ainsi que la distribution aux organisations, c'est plus du B2B. C'est peut-être normal aussi qu'il y ait un peu moins de financement qui est alloué à ça. Mais bref, c'est une structure d'analyse que j'apprécie beaucoup. Si vous avez des questions, levez la main. Ici, on a le nombre de financements pour chaque fonction. Donc, on voit que la distribution aux individus, comme je disais, reste la fonction la plus financée, suivie de éducation et sensibilisation. Puis, il y a quand même du financement au niveau de la coordination et de la collaboration. On a fait une analyse aussi à partir des déterminants sociaux de la santé puis des impacts populationnels des interventions. Donc, en jaune, on a des projets, disons, des interventions qui sont plus qui jouent sur les caractéristiques individuelles. Donc, on est sur l'aide alimentaire puis des compétences en littératie alimentaire. Les actions qui jouent plus sur les milieux de vie, donc assurer l'accès économique et physique aux aliments, puis transformer nos systèmes alimentaires. Puis les actions qui sont plus au niveau structurel, donc tout ce qui est revenu, logement, emploi. Donc, on a trois niveaux. Et j'apprécie beaucoup cette analyse aussi qui est très complémentaire aux fonctions. Puis, ben, ici, on voit que c'est vraiment des déterminants individuels puis l'aide alimentaire qui, tu sais, ça reste quand même très bien financé, mais suivi de près par l'accès économique et physique aux aliments. Donc, on joue quand même sur des déterminants plus collectifs. Puis le système alimentaire, ce qu'on pourrait dire, c'est que les systèmes alimentaires sains, la transformation des systèmes alimentaires, ça reste la fonction, le déterminant le moins financé. Donc, on est plus encore dans l'appui à l'aide individuelle qu'à la transformation de notre système alimentaire. C'est pas une critique, c'est une analyse. À ce moment-ci, c'est beaucoup d'informations, puis je vous ai même pas présenté tout ce que j'ai. Mais j'aimerais ça là, vous entendre, tu sais, à quoi ces données peuvent servir là, pour des organisations qui travaillent en sécurité alimentaire? Y a-t-il des choses qui sont plus pertinentes à analyser selon vous? Moi, j'ai des idées qui commencent à être de plus en plus claires en ayant parlé à la cohésion de la des tables de quartier, à la table sur la fin, mais je sais pas si parmi vous, il y a des gens qui se disent, hey, ça, c'est intéressant, j'aimerais ça en savoir plus, tel élément, tu sais, qu'est-ce qui vous interpelle le plus quand on explore ces données-là? Y a-t-il des choses qui devraient être plus approfondies? Moi, j'ai toujours une grosse opinion, fait que, puis là, sentez-vous bien à l'aise de soit écrire dans le chat ou je ne sais trop. Sinon, je vais y revenir si les langues ne veulent pas se délier. Et où? Ah oui, Sophie Deleuil. Ben, s'il y a des organismes qui veulent s'exprimer, je les laisserai parler, mais c'est sûr qu'on constate, comme on sait dans le soutien aux organismes en sécurité alimentaire, que l'inflation alimentaire est setting. Des fonds pour acheter des denrées, c'est super rare. L'accès aux banques alimentaires est difficile. Fait que ces données-là, en fait, sont vraiment pour nourrir la réflexion de comment est-ce que dans ce contexte-là d'inflation alimentaire aiguë, comment est-ce qu'on peut avoir des ressources pour maintenir des services, particulièrement en matière de dépannage alimentaire, particulièrement si tu veux avoir des paniers qui sont comme culturellement sécurisés ou qui sont adaptés, par exemple, à des aînés qui ont des problèmes de déglutition, puis tout ça, où tu peux pas juste prendre ce qu'il y a dans Moisson Montréal, là. Fait que c'est sûr que c'est des données précieuses là, pour assurer le maintien de ces services-là. Merci, c'est super pertinent. Moi, ça me fait penser beaucoup justement à l'approvisionnement. Il y a quelqu'un dans une autre réunion précédente qui, en lien avec ça, me mentionnait, tu sais, il y a, en tout cas à Montréal, il y a des initiatives qui servent à aider les organisations à avoir accès
à des aliments. Puis on avait mentionné notamment là, la mutuelle d'approvisionnement solidaire. Puis la situation de ce service-là reste quand même très précaire parce que ça reste dans du financement par projet tu sais, qu'il faut toujours renouveler. Puis on demandait de comment assurer la pérennité des projets qui ont un impact régional, puis s'assurer que ces projets-là restent parce que les organisations, finalement, ça les décharge beaucoup dans la pression justement d'aller chercher, d'acheter des aliments qui devient de plus en plus cher. Comment faire pour assurer un appui plus régional pour le volet approvisionnement? Je fais un lien, Sophie, entre ta question puis ce volet-là. Mais en plus, s'il faut assurer une adaptation aux besoins, que ce soit culturel ou pour les aînés, ça met une pression en plus, qui est très difficile à répondre. Caroline Benoît. Oui, ben j'ajouterais là-dessus par rapport au financement précaire. Moi, je suis pas de la région, là, je suis une intrue, mais tu sais, je me questionne souvent à dire, tu sais, ce sont des initiatives qui desservent les clientèles les plus défavorisées de notre population. Fait que comment peut-on s'attendre à ce que ces organisations-là soient rentables, par exemple, ou tu sais, qu'elles n'auraient pas besoin, tu sais, de consolidation financière, tu sais, pour qu'elles puissent maintenir justement les services à long terme, tu sais, que ces services-là soient consolidés. Donc, tu sais, ça amène beaucoup de réflexions au niveau provincial là, pour dire comment on fait pour soutenir ces types d'initiatives-là qui desservent les populations les plus défavorisées, qui ont des pieds et des mains, tu sais, pour aller chercher des sources de financement pour être le plus avoir vraiment des revenus autonomes pour essayer de survivre. Alors, c'est ça, fait que ça amène ces réflexions-là aussi. Oui, j'ai de la misère avec mon micro. C'est super pertinent. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer, ça m'amène au volet Cali. Les questions que tu poses, Caroline, je vais y revenir. Puis c'est un des éléments clés de la recherche, en fait. Puis je vais passer au volet Cali, puis je reviens à ta question. Donc, au niveau qualitatif, euh, on a le soutien à la sécurité alimentaire, là, ça reste vraiment une question de lutte à la pauvreté. Donc, c'est le prisme principal à travers lequel le soutien est perçu. Puis la vision systémique de transformation du système alimentaire, puis même transformation des fois structurelle, qui sont nécessaires à la lutte à l'insécurité alimentaire sont pas nécessairement intégrés encore à ce jour. Donc, mais ça, c'est un point. Il y a aussi la majorité des partenaires impliqués ont manifesté une volonté de mieux collaborer. Donc, on est quand même dans un contexte positif. Là. Les partenaires financiers, en général, ont une posture de volonté de collaboration. Donc, mais vous allez voir, il y a des limites à cette volonté-là. En termes de, des fois, on est pris dans un package puis on peut pas s'en sortir. Mais c'est ça, il y a des barrières systémiques qui freinent la collaboration. Donc, il y a des fois des silos entre les partenaires puis même à l'échelle d'un seul partenaire. Euh, il y a une multiplication des planifications. On l'a vu notamment avec les PDCN. Là, à Montréal, on est rendu avec le plan du conseil, le plan d'action régionale intégrée, des plans des PDCN, des plans de développement de communautés nourricières à l'échelle des arrondissements, puis des plans d'action en sécurité alimentaire à l'échelle des quartiers qui sont portés par des concertations. Fait que, tu sais, on n'en finit plus l'échelle de planification, puis il faut tout arrimer ça. Sur quoi on se base finalement, puis comment on fait pour s'assurer que toutes ces planifications-là soient pertinentes et prises en compte dans les financements. Puis, ben, la communication, le partage de données, ben, il y a des capacités limitées des fois à qu'est-ce qu'on peut faire en termes de transparence. Ça, c'était grossièrement. Fait que il y a plusieurs défis là, qui ont été relevés. Puis si vous allez dans le portrait, vous allez pouvoir les explorer plus en détail chacun. Mais des fois, on a des temporalités variées. On se fait un bailleur de fonds va gérer une enveloppe, puis il y a une
temporalité qui est imposée, puis que le bailleur de fonds lui-même ne peut pas, n'a pas de jeu là, qui est imposé par le haut. Donc, on fait avec ce qu'on a au niveau des temporalités des fois. Il y a certains, justement, partenaires financiers qui sont plus flexibles que d'autres qui ont des contraintes. Donc, c'est pas tous les joueurs là, autour de la table qui sont autant capables d'adapter leur financement puis de faire en sorte que oui, on se met ensemble puis on travaille ensemble. Il y a, comme j'ai peut-être mentionné, là, une influence parfois importante de l'échelle provinciale sur l'échelle plus régionale ou locale. Donc, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Puis, comme j'ai mentionné, par rapport aux planifications territoriales, ben, il y a une tension entre l'adaptation, donc avoir un financement qui est adapté aux besoins de chacun, mais en même temps s'assurer d'une assez bonne généralisation pour que ça couvre un peu tous les besoins en même temps. Fait qu'on veut adapter, mais on veut généraliser, puis il y a cette tension-là, jusqu'où on peut la jouer. Je voudrais revenir justement là sur l'analyse Cali. Il y a quelqu'un qui a posé avant de passer aux pistes d'action pour la suite. Est-ce que j'y vais déjà? Il est 11h05. Il y a une question dans le chat, je vais la prendre. Euh, excusez. Voilà. La question qui m'interpelle, la place du financement pour les organismes de l'économie sociale. Bon, justement, là, je pensais que j'y arrivais, puis j'ai pas assez couvert, fait qu'on va en parler maintenant de l'économie sociale. Parce que c'était un peu vers ça que Caroline parlait, puis là, j'ai peut-être pas assez intégré dans ma présentation. Mais ça doit venir à un moment donné, ce volet d'économie sociale. Donc, je l'ai mis où? Voilà. Génération de revenus ici. Donc, les pistes d'action. Je vais passer les pistes d'action, puis après, on va réfléchir à tout ça. Donc, parmi les pistes d'action potentielles, on a inclure des mesures structurelles pour une véritable stratégie qui assure la sécurité alimentaire. On le sait, la lutte à l'insécurité alimentaire, ça passe pas par donner des aliments. Donc, les besoins vont augmenter. On peut continuer à donner des aliments. C'est important. L'étude parcours de Geneviève Mercier le prouve. On doit faire de l'aide alimentaire. C'est nécessaire. Il y a une partie de la population qui reçoit l'aide alimentaire puis qui s'en sort grâce à l'aide alimentaire. Donc, il y a des gens, ça répond à des besoins urgents. Puis, il faut continuer à le faire. Mais en même temps, si on veut véritablement lutter contre l'insécurité alimentaire à la source, ben il y a des mesures structurelles qu'on appelle donc travailler sur les logements sociaux, travailler sur peut-être une sécurité sociale de l'alimentation. Bref, il y a des solutions qui permettent plus de répondre aux besoins, ben, de répondre à l'insécurité alimentaire, à la source du problème, plutôt que répondre à ça. Donc ça, c'est un volet il y a des partenaires financiers qui étaient très intéressés à commencer à voir comment on travaille sur ces mesures structurelles-là ensemble, qu'est-ce qui peut être fait. Il y a améliorer la prévisibilité des financements disponibles. On le sait, un financement arrive, c'est comme ah, c'est dans un mois, let's go, on dépose. Puis on sait pas trop quand est-ce que ça sort, puis c'est un peu un feu roulant. Donc d'être capable de renforcer la prévisibilité, ça serait quelque chose de très apprécié tant pour les partenaires financiers qui ont le mandat de gérer certaines enveloppes des fois qui sont décidées par d'autres instances. Il y a la volonté de renforcer la participation des partenaires financiers et des organismes aux priorités régionales locales. Dans le cas de Montréal, comme je vous ai mentionné, on a plusieurs paliers de planification. Comment on s'assure que tous les joueurs soient impliqués puis participent à ces différents à ces planifications-là, puis qu'elles soient bien arrimées. Il faut que tout le monde puisse participer. C'est ce qu'on travaille très fort présentement. Je vous en parle dans quelques minutes au niveau du Conseil du système alimentaire montréalais. On est dans notre phase de planification, puis il y a tant des bailleurs de fonds que des organismes sur le terrain qui participent. Puis améliorer la complémentarité entre le financement basé sur des subventions et le soutien aux activités d'économie sociale. On y arrive enfin. Donc, il y a cette volonté de dire, bon, mais les organisations peuvent avoir des activités d'économie sociale. Comment on fait pour s'assurer que, ben, on peut financer ces organisations-là, puis qu'ils puissent aussi générer leurs propres revenus? C'est une tension.
qui est ressorti. Dans certains territoires, ça peut être plus complexe que d'autres, cet arrimage-là entre l'économie sociale puis l'activité communautaire. Puis, un des éléments que j'ai trouvé très intéressant, très important à souligner, que je me permets de rapporter déjà, qui a été mentionné dans une des présentations précédentes, c'est que on veut pas non plus, il faut faire attention à ce volet-là, parce qu'on veut pas on veut pas pressuriser, ça se dit-tu, pressuriser ou c'est un anglicisme? Pressuriser les organisations qui sont déjà sous pression pour répondre là, à l'aide d'urgence. C'est une responsabilité qu'on met là, sur les organismes communautaires. Si en plus on demande aux organisations communautaires de générer des revenus pour assurer leur pérennité, il y a des organisations qui ont dit Hey, on en a déjà beaucoup ces épaules. C'est important de garder en tête que ce qu'on veut, c'est du financement à la mission, puis tu sais, une autonomie. Puis oui, là, la capacité à générer des revenus, mais tout à fait, mais ça ne devrait pas être une responsabilité puis une tâche de plus qui nous est imposée. Donc, il y a encore là vraiment cette tension-là entre permettre de le faire et obliger puis pousser les organisations à apporter encore une nouvelle responsabilité qui parfois sont pas tout à fait aptes, n'ont pas les ressources justement pour en prendre plus sur leurs épaules. Donc, tension, Caroline, à ce niveau-là. Puis là, la question d'économie sociale spécialisée dans la production agricole urbaine, quelle synergie entre les distributeurs et les producteurs locaux? Excellente question de Robert. J'avoue que là, on sort un peu du portrait. Je suis pas certaine de comprendre la question en soi. Je sais pas si Robert voudrait prendre la parole. Quelle synergie entre des distributeurs? Ben, il y en a un peu, je comprends. Excusez, c'est pas facile d'animer, répondre à des questions, réfléchir en même temps. Euh, il y a, par exemple, à Montréal, il y a je reviens beaucoup sur la mutuelle d'approvisionnement solidaire qui permet de s'approvisionner directement à la place des producteurs. Donc, c'est un système mutualisé pour les organisations, pour les marchés, où est-ce qu'il y a la MAMS qui va à la place des producteurs, achète des produits locaux, mais aussi va aussi chez des grossistes pour avoir pas que des produits locaux, mais répondre aussi aux besoins, par exemple, de fruits exotiques. Puis, ils font de la distribution de paniers pour les organisations. C'est beaucoup axé sur les aliments locaux, grâce à la place des producteurs où est-ce qu'ils s'approvisionnent, mais aussi, ils ont eu des besoins, ça a été énoncé beaucoup, le besoin de plus que juste des produits locaux. Donc, ils vont aussi chercher des aliments qui sont pas locaux pour assurer de répondre aux besoins justement diversifiés de la population. Fait que il n'y a pas beaucoup de synergie, il y en a. C'est une excellente question qu'on pourrait explorer davantage, Robert. J'apprends en note parce que j'apprécie beaucoup. Il y a une tension, on l'a exploré récemment encore dans un projet plus régional où est-ce que comment on fait pour répondre aux besoins des producteurs locaux, arrimer dans le fond l'approvisionnement local avec aussi le travail des grossistes pour aller chercher une plus grande diversité. C'est pas si simple. Rentabilité sociale des organismes et non économique uniquement. Louis-André a mentionné, c'est qu'on veut, je sais pas si c'est un commentaire ou si c'est juste pour dire il faut que ça soit rentable socialement, il faut répondre aux besoins sociaux, pas juste économiques. OK. S'il n'y a pas de main levée, je vais passer. Fait que pour les pistes d'action, il y avait des suggestions plus concrètes, là. Donc, il y a un volet de suggestions pour améliorer des pratiques collectives des partenaires financiers. C'est tout un volet de partage d'informations. C'est assez évident, là, mais c'est important de passer à travers. Donc, il faut que l'information soit partagée pour y arriver, hein. Pour avoir plus d'arrimage, il faut avoir plus de transparence, il faut être capable de partager ses stratégies, comprendre c'est qui détient quelle enveloppe. Donc, il y a vraiment un besoin de transparence à ce niveau-là. Euh, Pousser la collaboration de recherche. Des fois, il y a des études qui pourraient être faites pour comprendre, bon, ben,
encore aller plus loin dans le qui finance quoi, mais aussi l'équité territoriale, on en parle beaucoup. C'est un sujet qui fait beaucoup jaser. Donc, comment on fait pour assurer cette équité territoriale-là? Y a-t-il d'autres éléments de recherche qu'on doit aborder là-dedans? Puis, il y a eu des suggestions aussi qui sont retournées, qui ont été issues des entrevues qui parlent de avoir un tableau de bord partagé évolutif qui permet de recueillir les données de qui finance quoi? C'est quoi la mesure d'impact? C'est quoi? Quel partenaire financier vise quoi finalement? Puis est-ce que c'est complémentaire? Euh, est-ce que est-ce qu'on vise à avoir un impact sur la production locale? Est-ce qu'on vise à avoir un impact sur plus au niveau de la distribution aux individus? Donc, mieux comprendre un peu quel financement vise quoi, puis c'est quoi l'impact qu'ils ont ensemble. Donc, d'autres suggestions plus au niveau des collaborations, augmenter la flexibilité des enveloppes, donc que ce soit en termes de balises géographiques, la durée, les types de financement, les types de projets qui sont admissibles. On a suggéré de diversifier les types de financement, intégrer les organismes à la gouvernance des enveloppes. Donc, des fois, il y a des moyens pour faire en sorte que, bon, on a une enveloppe, puis on va décider ensemble à quoi elle va être orientée. Je prends l'exemple, par exemple, du PIC de Centraide qui permet au quartier, à un territoire, d'avoir une enveloppe, puis dire, bon, ben là, nous, dans notre cas, ça va être tel sujet qu'on veut approfondir. On veut avoir, par exemple, de l'insécurité alimentaire, puis cette enveloppe-là va être orientée vers ça. Donc, c'est des méthodes de gouvernance d'enveloppe qui permettent d'être un peu plus participatifs puis de donner plus de pouvoir aux gens qui les reçoivent. Puis, voilà, je passe parce que le temps passe. Il y a des collaborations finalement hors financement qui peuvent être faites. Notamment, là, on a vu la définition de la sécurité alimentaire puis de l'insécurité alimentaire, puis comment ces concepts-là sont compris varient énormément, même à l'intérieur d'une même institution. Donc, il y a un travail continu à faire, en fait. Tu sais, on le sait, l'insécurité alimentaire augmente, mais on dit ça, mais puis les gens comprennent pas tous la même chose. Fait que prendre le temps d'expliquer de quoi on parle, des fois, puis de clarifier la différence entre l'insécurité alimentaire, qui au final est une problématique liée aux revenus, puis la sécurité alimentaire qui apporte une vision systémique beaucoup plus large de l'alimentation. Donc, ça, c'est quelque chose à travailler constamment. Il y a des partenaires non gouvernementaux qui ont plus d'influence, notamment les fondations, qui ça a été suggéré. Là, ils pourraient avoir plus de plaidoyer commun envers le gouvernement provincial. Donc, c'est quelque chose qui a été mis d'avant dans les entrevues. Puis, avoir une plateforme de dialogue, de coopération sur le financement de la sécurité alimentaire. À Montréal, on a une plateforme sur le financement social. Est-ce que ça vaudrait la peine de s'intéresser particulièrement à la sécurité alimentaire? C'est des questions qu'il faut fort se poser. Est-ce que les questions qu'on a présentement peuvent se passer déjà dans l'instance qui existe? À voir. Identifier les planifications de référence, mais c'est que chaque territoire, comme j'ai mentionné, a des planifications, puis il faut à un moment donné savoir, bon, mais sur laquelle on se base, est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça rejoint aux besoins de tout le monde, puis on re-rentre dans l'adaptation par rapport à la généralisation. Fou! Fait que ça, c'est le moment où est-ce que je prends un break, puis que je vous demande, parmi tout ce qui a été mentionné, y a-t-il des choses qui vous paraissent prioritaires, peut-être des actions qui pourraient être réalisées au niveau régional, au niveau local, qui pourraient compléter ces portraits? Avez-vous eu des idées là, qui vous sont venues ou des choses que vous êtes comme, ben voyons, pourquoi ça n'a pas été fait? Puis ils peuvent-ils faire ça, s'il vous plaît, pour aider à faire en sorte qu'on avance mieux ensemble de façon harmonieuse. Pour que leur collaboration devienne un partenariat gagnant-gagnant qui vient augmenter simultanément et solidairement leur rentabilité, celle des distributeurs et des producteurs sur le court moyen terme. Partenariat gagnant-gagnant. Augmenter les rentabilités des distributeurs et des producteurs. Oui, en effet. Mais j'aime ça parce que ça fait deux fois là, qu'on nomme
la situation des producteurs, puis je pense que c'est important. C'est la première fois vraiment qu'on met l'accent sur ça, puis j'apprécie parce que c'est important que justement quand on a une approche plus systémique, ben si on finance la sécurité alimentaire, ben la situation des producteurs locaux doit être prise en compte, puis on veut s'arrimer aux initiatives de production locale, puis on veut faire en sorte que nos producteurs survivent et soient pérennes sur notre territoire pour continuer à alimenter les gens, notamment les gens en insécurité alimentaire. Fait que ces arrimages-là sont fondamentaux. Fait que je prends en note, merci. Flexibilité des enveloppes, par exemple, ne pas lier les services aux codes postaux pour permettre d'inclure des personnes en situation d'itinérance. OK? C'est super intéressant. Merci. J'adore des éléments comme ça. Ça rappelle, en fait, effectivement, toute la situation d'itinérance. C'est comme un bloc particulier en sécurité alimentaire, hein. Tu sais, il y a, ce qu'on raconte souvent, c'est que pour répondre aux problématiques d'insécurité alimentaire, ça prend un arc-en-ciel d'initiatives parce qu'il y a un arc-en-ciel de personnes avec des situations différentes, puis il faut comme si on veut répondre aux besoins des gens en itinérance, ben ça prend des projets particuliers, puis c'est peut-être moins certains projets que d'autres. On parle de gens qui n'ont pas accès à des infrastructures, tandis que si on veut aider plus des mères monoparentales, ça va être d'autres choses complètement. Donc il y a une diversité des tactiques en termes d'actions qui peuvent être faites. Sophie. Oui, j'allais apporter d'autres précisions, puis je me suis dit, je vais me lever la main, ça va être moins long qu'à te taper. Mais dans la flexibilité, tu sais, il y a quand même un gros joueur qui est le MAPAC en ce qui a trait aux installations autour de la transformation alimentaire. C'est vraiment pas évident d'avoir accès à des fonds pour avoir des installations aux normes MAPAC. Fait que toutes les initiatives en lien avec la lutte au gaspillage, la récupération alimentaire, tu sais, tout le monde n'est pas prête ou prêt à faire du vrai dumpster diving. Fait que si on veut être capable de transformer les produits pour qu'ils soient plus facilement accessibles, les lieux sont pas toujours adaptés. Puis c'est ça. Il y a des pop-ups, par exemple, qui ont eu des amendes parce qu'ils cuisinaient sur des fours domestiques qu'ils n'avaient pas la grosse hotte, tout le kit. Est-ce que c'est toujours nécessaire d'être équipé comme ça? Je comprends bien que les normes MAPAC existent pour quelque chose, mais tu sais, il y aurait peut-être une forme de révision à y avoir dans ces normes-là pour permettre à des plus petites initiatives qui sont quand même efficaces d'exister puis de pas avoir potentiellement une dénonciation au MAPAC qui te pend au bout du nez. Ouais, excellent. C'est pas quelque chose, tu sais, c'est moins en lien avec les financements, mais en même temps, quand on parle d'amende, ben c'est le contraire de Oui, ou financement. de coût d'équipement. Si on se Ouais, dit ta exact. petite popote, tu sais, qui est menée par un groupe étudiant, il faut qu'elle s'équipe comme la cuisine du Mhm. Centropole, on n'y arrivera pas, là. Puis, tu sais, ça prend des financements, puis les financements aux infrastructures sont très limités. Comme vous avez vu, là, on n'a pas parlé aujourd'hui des financements fédéraux, notamment là, le FIAL. Ça n'a pas été intégré là, dans l'analyse, mais pourtant, c'est un financement qui est incontournable, qui est super important parce que c'est surtout ce financement-là qui permet au groupe d'aller chercher les plus grosses infrastructures. Donc, je pense que, tu sais, on nomme là, puis je note le financement aux infrastructures. Il y a quand même quelque chose à réfléchir par rapport à ça, notamment par rapport aux normes MAPA qui sont imposées. Super intéressant. Merci. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'on a une analyse par rapport à l'existence et l'importance des financements à la mission? Bonne question. On l'a pas cette fois-ci parce qu'on n'a pas intégré les données PSOC du tout. Donc, c'est pas quelque chose qui a été réalisé pour l'instant. Euh, c'est ce que je dirais. Voilà. Donc, non. Mais on le sait. C'est comme, j'ai pas l'analyse, mais bon, on pourra en reparler. Mais il y a moins de financement à la mission que de financement par projet. Mais j'ai pas les chiffres là, présentement parce que ça n'a pas été analysé. Pourquoi pas, on rêve des financements par projet qui prennent en considération les coûts fixes des organisations.
réforme du concept de financement par projet avec pourcentage administratif. Je sais pas si Dominique, veux-tu prendre la parole puis expliquer ton point? J'aime pas ça quand les gens ont des belles idées puis que j'essaie de les dire. Oui, je peux faire ça. Je suis un peu enrhumée, par exemple. Je m'excuse. Ah, Ouais, mais je pense que ça fait écho un peu peut-être aux commentaires à la question d'avant parce que je me dis, quand tu es une organisation qui dépose des financements par projet avec 10, des fois 5 dans le cas du MEIE, des 5% d'admin qui payent le papier de toilette en gros de ton bureau, euh, ben, c'est ça, c'est pas les mêmes conditions qu'une subvention à Alcan. Ouais, on est d'accord. Ce qui fait que, tu sais, roulement de personnel, burn-out, précarité, comme tout ça, la structure elle-même est pas solide. Tout ce que ça prend pour être un OBNL ou une organisation, un comité santé-sécurité, des normes de confidentialité, comme tout ce que ça prend pour faire, moi, c'est mon cheval de bataille que j'ai pas le temps de batailler depuis des années, mais si on pouvait avoir un financement par projet qui reconnaît tous ces frais-là qui sont nécessaires pour juste être en vie et faire des projets, euh, qu'on avait un 20, 25, peut-être 30% pour couvrir, puis offrir des salaires, puis arrêter de gérer du roulement de personnel, il me semble que ça serait pour moi, c'est le point de départ d'un peu tout, d'avoir un peu plus d'air pour respirer puis de faire des projets. En tout cas. oui. Fait que je le prends comme la deuxième étape. Le premier qu'on retient toujours, c'est ça prend plus de financement à la mission. Puis là, j'ai la deuxième suggestion qui est s'il n'y a pas de financement à la mission, mais il y a aussi le pourcentage d'argent qui est mis à l'administration. Ça peut être aussi quelque chose qui pourrait être augmenté, étant donné que l'ensemble des coûts augmente. Merci beaucoup, Dominique, pour cette idée. Est-ce que il y avait pas d'autres rien dans le chat? Mais c'est super pertinent toutes ces questions. Merci beaucoup. Je vais juste m'assurer, il est 25, on a encore le temps, mais sinon, je me donne plus de choses. Je vais explorer d'autres éléments, puis on va y revenir. Donc ça, c'était le portrait pour l'instant. Vous avez accès aux deux portraits. Je vais vous remettre les liens dans le chat dans pas longtemps. Puis vous allez recevoir, dans le fond, toutes ces informations-là. Je vais vous envoyer les liens vers tout ce qui a été présenté aujourd'hui avec l'enregistrement. Mais bon, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait là avec toutes ces informations-là, toutes ces idées? Très bien, là, ces données-là. Ben, présentement, on est en train de justement faire une tournée là, de présentation aux partenaires. On recueille des commentaires qui ont été faits par la CNTQ, la Coalition montréalaise des tables de quartier, la table du Raffin, puis là, aujourd'hui avec l'espace cuisine. Donc, on est en mode recueil. Puis, bon, on est aussi, là, depuis qu'on a fini ce portrait-là, on explore des modèles de financement territoriaux qui sont inspirants. Parce que un des éléments qui était mis de l'avant, c'était, ben, il y a peut-être des financements à l'échelle du territoire qui pourraient être faits pour justement être plus, avoir une meilleure cohésion puis un meilleur arrimage. Fait que je vais vous en parler dans quelques instants, des exemples qu'on a de ça. Puis, on travaille là, tu sais, le Conseil du système alimentaire montréalais, à l'échelle de Montréal, on travaille sur des priorités d'action de notre prochain plan d'action. Donc, il y a des éléments qui pourraient être explorés de façon plus spécifique à travers ce nouveau plan d'action régional intégré. Fait que je parlais de financement plus à l'échelle d'un territoire. Il y a des exemples super inspirants qui nous viennent d'outre-mer, notamment la Caisse alimentaire commune là, qui est en train d'être déployée en France. Ça a commencé à Montpellier. C'est un exemple de financement qui est fort intéressant parce que là, on met vraiment la démocratie alimentaire puis la citoyenneté alimentaire au cœur des actions. Donc, ce sont des montants qui sont remis à des groupes citoyens, puis que les citoyens eux-mêmes décident de voir, bon, mais qu'est-ce qui manque, tu sais, est-ce qu'on veut avoir plus de production locale? Est-ce qu'on n'a pas d'épicerie? Est-ce qu'on développe plus un système de récupération, de transformation? Quel genre d'infrastructure on a besoin? Donc, c'est une caisse qui est plus gérée par des comités citoyens, puis ensuite qui définissent ensemble qu'est-ce qu'ils font avec ces financements-là. Puis il y a un système aussi d'autofinancement qui est mis par une genre de pas de tarification sociale, mais plus ou moins, oui, tarification sociale, où est-ce que chacun contribue aussi à cette caisse-là, puis il y a quelque chose qui est redistribué. Ensuite, il y a un montant qui est redistribué aux personnes participantes. Donc ça, c'est un modèle de financement qui est super intéressant.
On en a plus près de chez nous, là, du côté de la Petite Nation, il y a l'AgroLab qui, en fait, c'est un fonds commun, puis ils ont justement, en planifiant ensemble, ils ont décidé sur leur territoire, avec les acteurs du territoire, à définir c'est quoi, là, les projets qu'ils veulent qu'ils soient financés sur leur territoire. Puis là, ils en ont choisi ensemble, ils ont défini les projets qu'ils voulaient qu'ils soient financés, puis ils ont défini ensemble, ben, OK, ben, ces projets-là, ils ont tels et tels impacts. Puis il va y avoir un accompagnement pour s'assurer que ces projets-là arrivent à leur fin, puis les ajuster aux besoins, mais c'est vraiment une démarche territoriale qui est basée sur les besoins des partenaires. Puis on a des aussi à Montréal, puis encore plus près de chez nous, ben il y a des initiatives comme la Vie solidaire qui a été mise en place, ben, qui a été faite à travers Montréal en commun, mais qui permettait à des organismes de tester, consolider, structurer des solutions en logistique alimentaire. Donc il y a des belles leçons apprises de ces expériences-là, puis on pourrait, c'est sûr, capitaliser sur ces expériences. Aussi, en décembre passé, on a contribué, mais ma collègue et boss Anne-Marie Aubert, qui est coordonnatrice du Conseil SAM, a présenté les résultats du portrait dans le cadre de cet exercice qui a eu lieu, qui a été mené par Transition en commun. Où est-ce qu'ils se sont rencontrés là, plusieurs acteurs du milieu, plus communautaire, en lien avec les quartiers, pour penser à comment le financement de la transition socio-écologique devait être fait. Donc, il y a beaucoup, c'est très riche comme expérience, puis toute l'information est aussi disponible sur Praxis, puis on peut retirer beaucoup, il y a plein d'éléments qui ont été mentionnés dans cette journée-là qui sont en lien avec les résultats du portrait que vous avez eu aujourd'hui. Donc, on va pouvoir continuer à avancer en arrimant aussi d'autres expériences complémentaires, d'autres visions qui, au final, on se rend compte, sont pas complètement divergentes les unes des autres, puis ça avance tout le monde pas mal dans le même sens. Ça, c'est pour tout ce qui était qu'est-ce qu'on fait avec les résultats du portrait. Puis je veux juste prendre 5 minutes pour vous parler de la planification stratégique du système alimentaire montréalais, puis le nouveau plan d'action qu'on est en train de structurer. On est en train puis il y a une démarche similaire aussi qui est en train de se faire du côté de la Montérégie, puis je veux dire les PDCN, c'est un peu ça, mais bref. On est dans la redéfinition d'une vision commune, mais cette fois-ci pour 2040. Donc, avec une vision beaucoup plus à long terme. Qu'est-ce qu'on veut qui arrive dans notre système? Comment on veut que notre système alimentaire soit en 2040? Puis là, on fait un genre de ce qu'on appelle un backcasting. Donc, on revient en arrière puis on voit c'est quoi les étapes clés qui sont nécessaires pour arriver à cette vision-là, 2040. Puis là, on va établir un plan d'action 2026-2030 qui sont les actions les plus prioritaires maintenant à faire pour cette vision-là. Donc, on a mobilisé on a recensé les connaissances sur les enjeux en alimentation à Montréal. Vous avez vu les photos précédemment, on a fait des ateliers à l'automne pour établir cette vision-là collective. Présentement, on est sur l'animation d'ateliers solutions. Donc, c'est quoi les actions à mettre en place, à mettre en œuvre d'ici 2030. Puis, on va faire le party le 11 mai en lançant ce nouveau plan d'action-là. Ça sera au Livard et puis je vous enverrai le lien pour vous inscrire si ça vous intéresse. Surtout, je vous invite à, oui, venir faire le party, mais à contribuer avec vos idées pour les actions, les solutions prioritaires à mettre en œuvre. Donc, on a plusieurs ateliers sur différentes thématiques qui vont avoir lieu tout au long du mois de mars. On va en travailler une shot, puis on espère que vous allez être avec nous pour réfléchir à tout ça. Donc, ben, c'est à ce moment-ci que oui, je vais vous mettre l'évaluation du webinaire, mais on a encore un peu de temps. Puis j'ai l'impression qu'il y a certains éléments qui auraient peut-être qui auraient mérité de plus être approfondis. Je ne sais pas si après toutes ces réflexions, vous auriez juste des choses à dire sur tout ça. C'est le moment de comme mettre l'accent sur certains volets et ou des idées que vous auriez de comme ben c'était bien le fun ce portrait-là, mais en fait ce qu'il faudrait c'est puis moi j'en ai plein d'idées puis j'en ai entendu plusieurs, mais c'est le moment que je vous redonne à savoir s'il y a d'autres choses qu'on devrait faire
par rapport à tout ça. Si vous voulez taper sur certains clous ou je ne sais trop. Parfait. Des gens qui doivent quitter. Est-ce qu'il y a une perspective pour un prochain portrait? Ah, excellente question, Jogos. Euh, c'est un exercice qui est extrêmement demandant. Ce qui est certain, c'est que, en tout cas, il n'y a aucune certitude dans ce monde, mais il est fort possible qu'on s'intéresse plus. Je pense que l'exercice des trois territoires en même temps était très, très, très ambitieux. Puis ça peut être, c'est intéressant dans certains sens, mais je pense que si on avait à refaire l'exercice, je recommanderais de se concentrer sur certains territoires, puis même se concentrer pour certains partenaires financiers. On l'a vu, là, il y a des partenaires, c'est assez comme il y a des partenaires financiers clés à la sécurité alimentaire, puis je pense que d'essayer de tout couvrir, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est impossible. La sécurité alimentaire, c'est pas une catégorie là qu'on a, par exemple, comme le logement. Puis c'est comme la problématique qu'on a, c'est que c'est comme impossible de vraiment définir clairement quels financements vont à la sécurité alimentaire parce que c'est souvent des financements qui, bon, permettent de faire un peu d'alimentation, mais aussi d'autres choses. Puis, tu sais, on essaie de jongler avec une patate chaude un peu en essayant de faire ça. En termes de rigueur, d'analyse des données, c'est très difficile à faire comme exercice. Fait que oui, ça reste pertinent, mais je pense qu'il faut se restreindre. Ça, c'est mon édito. Et ce n'est pas dans le portrait, mais éditorial, je pense qu'il faut se restreindre à certains partenaires financiers, rester vraiment plus clair sur c'est quoi le scope de cette analyse-là, puis travailler avec les joueurs clés plutôt que d'essayer de couvrir tout ce qui existe parce que ben, il y a plein d'autres enveloppes qui existent qu'on n'a pas analysées, par exemple, qui vont arriver, par exemple, en économie circulaire ou en, tu sais, des sujets connexes qu'on est capable d'aller chercher parce que on fait preuve d'originalité. Mais il y a comme des financements qui sont orientés vers la sécurité alimentaire sur un territoire, puis on devrait juste comme se concentrer sur les financements clés, puis travailler avec les acteurs qui sont là-dessus, de façon plus proactive. C'était mon éditorial pour cette question. Mais ce sera la vraie réponse, qui n'est pas éditorial, c'est à voir avec nos partenaires. Euh, cool. Mettre en lumière les bons coups territoriaux, les projets structurants, initiatives structurantes. Oui, oui, André, je suis en train de travailler sur ça. Ça s'en vient. J'espère avoir un nouveau site web pour l'espace cuisine. Je me donne pas d'échéancier parce que on a beaucoup de travail, mais ça c'est un de mes objectifs de plus mettre d'avant justement. C'est quoi quand on parle de projets structurants en sécurité alimentaire, de quoi on parle? C'est quoi les initiatives qui sont inspirantes, puis où elles prennent place, puis comment est-ce qu'on peut les mettre à l'échelle, les dupliquer, puis avoir un genre de pas infini, là, mais comme c'est quoi, mettons, les 10 éléments clés qui se font dans les territoires qui sont vraiment super, puis qu'on devrait continuer à mettre en place dans les territoires, s'assurer que tous les territoires aient ça. Fait que super idée, j'essaie de vous revenir avec ça. Certains financements qui ne sont pas directement liés à l'alimentation permettent de travailler la sécurité alimentaire 100%. C'est ça que j'ai nommé. Il y a plein de financements, puis comme c'est tellement pas clair d'où vient l'argent, c'est peut-être la limite qu'on a. Question plus directe pour vos conseils dans les orientations comme BIT, coopérative de solidarité, c'est de produire localement des légumes exotiques pour répondre aux besoins alimentaire culturellement adapté, quel programme partenaire, source de financement pourrait soutenir notre production, mais aussi l'intégration de nos produits dans les circuits des banques alimentaires? Question directe qu'on pourra répondre plus en one-on-one, Robert. Ça me ferait plaisir d'explorer la question avec toi. Je mets mon courriel dans le chat et je t'invite à m'écrire cette question pour qu'on s'en parle. J'ai pas des réponses infinies, puis je ne peux pas dire si, ça, mais j'ai quand même quelques idées d'endroits où regarder pour ce faire. Je pense à certaines fondations, par exemple, la Fondation du Grand Montréal, la Fondation Beati, qui ont des intérêts particuliers pour les communautés qui sont surreprésentées en insécurité alimentaire et en situation de pauvreté et qui ont des fonds qui sont beaucoup orientés vers les populations, soit c'est ça, qui vivent de la surreprésentation de précarité.
Est-ce que c'est tout? Est-ce qu'on a vraiment fait le tour des questions de l'économie, d'économie sociale, puis d'arrimage, puis je suis comme, il y a plein d'éléments crunch en termes de financement. Est-ce que la majorité des organisations ici constatent, comme nous, moins d'opportunités de financement dans la dernière année? Excellente question, Dominique. Je sais pas s'il y a des gens qui sont prêts à répondre d'emblée à cette question de, coudon, y a-tu juste plus de financement qui sort, contrairement à d'habitude? Est-ce que c'est juste une impression? Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Y a-t-il moins de financement? Euh, Je sais pas, moi je vois beaucoup de financement en lien avec l'économie circulaire. Ben, beaucoup, c'est relatif, là, mais il y a quand même un peu plus de financement maintenant qui sont en lien avec l'économie circulaire qui sortent ces temps-ci. Euh, il y a peut-être moins d'appels. Est-ce qu'on est tu sais, on est en 2026, est-ce qu'on est en fin de planification, de certaines planifications, puis en train l'argent a déjà été distribué, puis on est juste en train de mettre en œuvre ce qui a été financé, puis on est dans une phase qui a moins d'appels. En général, c'est des cycles. Aucune réponse pour toi, Dominique. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a de plus en plus de groupes qui sont en situation de grande précarité, puis qu'il y en a qui ferment. Je peux me permettre de mentionner, par exemple, tu sais, les marchés solidaires d'Antique présentement sont dans une situation très, très tendue, puis pourraient là, ne pas être capables de poursuivre leurs activités, alors que c'est un des projets quand même assez forts sur notre territoire. Donc, on a des projets clés comme ça qui sont en train de vraiment être, la pression est trop forte. Ils sont en train de tranquillement tomber puis ne pas être capables de poursuivre leur activité. Dominique? Ben, c'est ça qu'on constate nous aussi. C'est pas super facile pour Récolte non plus en ce moment. Euh, Puis je me demande si, tu sais, peut-être que c'est une conjecture vraiment comme toutes les phases arrivent à échéance, mais je me dis c'est peut-être aussi dans les pistes d'action, quand tu sais, j'imagine que c'est difficile à bouger, là, mais tu sais, ils font toutes des planifications sur 3 ans, 5 ans, puis là, tu sais, il y a un appel à projet, puis là, pendant 4 ans, il se passe rien parce que tout est alloué, mais est-ce qu'il y a moyen de créer des roulements un peu plus logiques, là, tu sais, pour qu'il y ait un petit peu toujours des nouveaux projets possibles à soutenir, là? En tout cas. Mm. Mhm. À explorer. Comment s'assurer qu'on soit pas par bloc puis qu'il puisse avoir quand même un enchaînement dans le financement, là. Merci. Njogos? Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, très intéressante. Mon point, c'était par rapport à la question du financement. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu un retour des principaux bailleurs qui sont comme interpellés dans le rapport? Est-ce qu'ils ont des perspectives par rapport justement aux résultats? Comment est-ce qu'ils perçoivent ça? Est-ce qu'il y a eu en tout cas des retours par rapport à ce travail? Excellente question. Ben ça, c'est la prochaine étape. Fait que c'est ça qu'on voulait dans notre planification. On voulait présenter les résultats puis un peu avoir des retours. Moi, j'ai eu des pointers super intéressants dans mes différentes présentations. Donc, je voulais un peu colliger les retours par rapport notamment aux priorités d'action pour ensuite là, aller remobiliser les partenaires au niveau de Montréal pour voir, bon, ben voici là, je vous représente, je vous rappelle les résultats. Voici les commentaires qu'on a reçus, les principaux commentaires qui semblent vraiment importants à adresser. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Tu sais, la conversation, elle va se poursuivre. Pour l'instant, j'ai pas eu ce retour-là. C'est vraiment un travail qu'on veut commencer, ben, mettre en place prochainement, notamment en alliant la planification du Conseil SAM que j'ai parlé avec ces considérations-là. Ça s'en vient donc. Je te reviens. Dominique, est-ce que c'est une vieille main? Oui, désolé. Pas de problème.
Il y a beaucoup de gens, en fait, qui confirment la situation, là, Dominique, par rapport au financement, puis comment il faut faire, Thierry mentionne comment il faut faire preuve d'imagination pour travailler les autres axes, un peu comme je parlais pour l'économie circulaire, puis la sécurité alimentaire demeure une des priorités nationales pour les alliances. Euh, je sais pas si tu voulais dire quelque chose par rapport à ça de plus, ou André, mais oui. Puis, un des éléments que je peux permettre. Oui, oui, je t'écoute. En ce sens que dans l'Ouest, les projets en sécurité alimentaire seront une des priorités de financement pour les 5e RC, mais est-ce que les porteurs de projets seront prêts? Donc, c'est à suivre, mais je le rappelle à tout le monde que pour les organismes qui luttent, qui ont des projets en sécurité alimentaire, ça reste une priorité à la fois locale et nationale et régionale pour ces projets-là. Donc, ça va leur permettre de scorer fortement pour avoir accès à des financements conséquents. Positif, on aime ça quand même, le positif. Merci, Louis-André. Euh, Ça serait ça qui est ça. Si le monde, si vous avez pas plus de questions. Moi, il y a un des derniers éléments que je pourrais mentionner qui avait été mentionné dans une autre réunion par des partenaires, c'est, hey, c'est bien beau ce que vous avez fait, mais en termes de transparence, ça serait le fun. On m'a mentionné, genre, l'importance peut-être une cartographie, au moins des financements clés. Tu sais, ils viennent de quelle enveloppe? Qui gère quoi? Finalement, tu sais, ces financements-là, la sécurité alimentaire, là, sont gérés par qui? Puis on peut-tu avoir juste comme une image simple de d'où viennent les enveloppes et qui gère quoi? Donc, un peu plus vulgariser ce volet-là, je pense que ça serait tout à fait réaliste. Euh, C'était un des éléments qui avait été mentionné par nos partenaires. Fait vu que j'ai pas de plus de retour de votre part, je vous remercie énormément pour votre écoute. Merci pour votre patience de m'avoir écouté. D'habitude, les webinaires d'Espace Cuisine sont beaucoup plus interactifs en termes de c'est pas juste Erika qui parle. Puis, je voulais juste vous partager que s'il y a des gens qui sont intéressés à participer à la planification stratégique là, du Conseil SAM, c'est par ici. Il y a toutes les informations d'inscription sont dans le formulaire d'inscription. Puis, je vais vous partager là, toutes les ressources en lien avec le webinaire. Toutes les personnes inscrites vont vous allez recevoir l'enregistrement, le document de présentation, les liens vers les différentes ressources que j'ai nommées aujourd'hui. Donc, si vous allez recevoir tout ceci dans votre boîte courriel dès que ce sera prêt. Puis, si vous avez des questions, des idées, pour d'autres prochains webinaires, d'autres éléments à aborder, je suis toujours ouverte. Le 26 février, on va parler d'évaluation de projets en agriculture urbaine sociale. Puis le 9 avril, on va poursuivre la conversation d'aujourd'hui en parlant plus spécifiquement des données sur l'insécurité alimentaire vécue à Montréal et dans les quartiers. Donc, on va un peu mieux comprendre c'est quoi les limites des données qu'on a par rapport à l'insécurité alimentaire vécue, puis des initiatives qui ont été faites par des partenaires plus locaux pour aller vraiment bien saisir de façon très granulaire qui vit de l'insécurité alimentaire ou sur leur territoire pour mieux orienter leurs actions. Fait qu'on va avoir une conversation avec la direction de la santé publique puis les tables de quartier de l'ouest de l'île sur ces questions-là le 9 avril. Vous allez recevoir de l'information à propos de tout ça dans votre boîte courriel prochainement. Merci beaucoup à Centraide du Grand Montréal pour l'appui là, dans la réalisation de ce webinaire-là. Puis merci à tout le monde pour vos idées, vos échanges et puis votre participation. Merci pour votre travail quotidien pour renforcer la sécurité alimentaire sur le territoire et au Québec. Ensemble, on peut vraiment mieux travailler. Donc, merci énormément pour vos contributions, puis je vous souhaite une excellente journée ensoleillée de février. Au Merci. revoir. Merci, Erika. Merci à tout le monde.